Ah, l'archéologie dans le jeu vidéo. Si j'évoque cette idée, il y a forcément des jeux ou des personnages qui vous viennent tout de suite en tête. Lara Croft de Tomb Raider, Nathan Drake de Uncharted. Des fois même des versions plus tirées de la fantasy ou de la science-fiction, comme Liara de Sony, qui est spécialisée dans l'étude des protéins dans Mass Effect. Et des exemples dans le même genre, il y en a plein dans les univers vidéoludiques. Si vous voulez en découvrir plus, je vous conseille les dossiers de l'archéologie dans le jeu vidéo sur le site d'Histogame. Mais ce n'est pas le sujet du jour, car ici ce qui nous intéresse ce n'est pas l'archéologie comme thème narratif, mais comme domaine pour étudier le jeu vidéo. Les joueurs se trouvent souvent confrontés à des histoires plus ou moins complexes, composées de l'intrigue principale, auxquelles se mêlent d'autres éléments narratifs, comme l'histoire des personnages, des villes, des pays, mais également les cultures, les mythes et légendes. Cet ensemble est regroupé sous différents termes, tels que background pour désigner le contexte d'une histoire, ou le mot lore qui dérive du mot folklore. Il est également possible pour les joueurs d'aller au-delà du support et chercher les influences, les thèmes qui ont pu intervenir pendant la création d'un jeu. Pour comprendre et trouver tous ces éléments, le joueur doit alors être capable de devenir une sorte d'archéologue amateur pour étudier et comprendre le récit caché, voire laissé volontairement lacunaire par les développeurs. Si vous avez déjà vu la série des Mythologics de HAL 236, il est probable que vous compreniez où je veux en venir, notamment avec Bloodborne, où l'archéologie est inscrite au cœur même du récit. Si les jeux de From Software ont déjà connu leur lot d'archéologues en herbe, avec la sortie d'Elden Ring et l'arrivée massive de nouveaux joueurs, je me suis dit que proposer un nouveau regard et des conseils pour analyser l'histoire et la création qui entourent ces jeux me semble intéressant à présenter. En divisant ici en 3 chapitres, la fouille, les bases de données, et bien sûr le truc qui intéresse tout le monde, analyser et présenter un sujet. Ave à vous internautes, vous êtes bien sur Xenoculture Geek, ici Mungetsu, et aujourd'hui dans Transmédia, vous allez devenir des vrais archéologues du jeu vidéo. Les différents domaines de fouille dans l'archéologie vidéoludique. Avant de commencer à fouiller, il faut comprendre dans quel domaine se trouve ce que vous cherchez. Car oui, il y a une différence importante entre un objet dans le jeu, un artwork, ou des infos sur le processus de développement. Pour comprendre, voici 3 domaines d'archéologie vidéoludique que j'ai imaginés pour vous aider. L'archéologie intradiégétique. L'idée ici est assez simple, il s'agit de tout ce qu'une personne est amenée à trouver dans des conditions normales d'utilisation d'un jeu. Cela peut aller des collectables classiques, comme des objets, des textes. Cela peut aussi être les personnages, ce qu'ils portent, ou leurs dialogues. L'on prend en compte des choses plus variées aussi, comme les lieux, avec les décors, les sculptures, les tableaux, voire même les boss, leur musique et leurs patterns. En gros, tout ce qui fait partie du récit proposé aux joueurs, tout ce qui fait partie de la diégèse. Et je sais que le terme n'est pas forcément adapté, car par exemple une musique qui n'est pas jouée par des personnages est considérée normalement comme extra-diégétique. Mais c'est un choix personnel, n'hésitez pas à trouver un terme plus adapté. L'archéologie extra-diégétique. L'archéologue vidéoludique va devoir ici s'intéresser à tout ce que le joueur ne peut pas accéder en temps normal. Par exemple en sortant des limites de la map, pour trouver des éléments cachés, comme des objets, des zones, voire des ennemis. Cela peut aussi prendre en compte tout ce qui n'est pas intégré dans la version finale, mais toujours présent dans le code du jeu. Et là aussi on peut trouver de tout, des items, des dialogues, voire même des personnages rendus inaccessibles des versions finales. Pour ces éléments, il est intéressant de se poser la question de quand et pourquoi ils ont été enlevés du récit. L'archéologie hors du jeu vidéo. Pour faire simple, il s'agit de tout ce qui sort du jeu. Par exemple les travaux préparatoires, comme les artworks, les croquis, les notes de développeurs. On peut aussi prendre en compte tout ce qui est interviews de créateurs, les bandes annonces, ou même les infos postées par des développeurs sur divers réseaux sociaux. On pensera bien évidemment en premier à Twitter. Dans une certaine mesure, vous pouvez même partir à la recherche de versions test, voire d'anciennes versions du jeu qui datent de l'époque de son développement, et qui se sont retrouvées sur internet et ont été des fois rendues jouables. Elles peuvent se classer dans cette idée de l'archéologie hors du jeu, vu qu'il s'agit de quelque chose qui sort de la version rendue accessible au public. Bien sûr, ces domaines ne sont pas absolus, vous pouvez même les subdiviser, mais ils permettent une chose importante, comprendre dans quel domaine vous serez le plus à l'aise. Par exemple, si répertorier toutes les représentations de Marika
vous intéresse, l'archéologie intradiégétique est votre domaine de prédilection. Si vous débrouillez bien en informatique, vous pouvez chercher dans les tréfonds des codes les éléments cachés ou même créer des modes permettant aux autres joueurs d'admirer les boss sous toutes les coutures. Si Internet n'a aucun secret pour vous, rien ne vous empêche de trouver les informations laissées par les développeurs sur celui-ci. Pour faire simple, il y aura forcément un domaine dans lequel vos compétences seront utiles. Il faut savoir également qu'il y a un domaine que je n'ai pas développé ici, à savoir l'archéologie de terrain pour le jeu vidéo. Si vous connaissez l'histoire d'Atari, en gros, des cartouches, notamment du jeu vidéo E.T., avaient soi-disant été enterrées. Et des fouilles ont permis de prouver que c'était vrai. Le problème, c'est que le jeu vidéo est tellement récent que trouver des sites archéologiques est infime. Mais rien ne dit qu'à l'avenir, de tels sites n'apparaîtront pas, donc ne désespérez pas. Mettre en forme les informations. Maintenant que vous savez où vous situez dans cette archéologie numérique et que vous avez trouvé vos premières informations, je suis sûr que vous trépignez d'impatience d'écrire votre première théorie. Mais stop! Avant, il y a une étape très importante et malheureusement ce n'est pas forcément la plus sympa, c'est mettre en forme vos informations. Une partie de l'archéologie consiste à mettre en forme des informations pour ensuite les étudier, généralement sous la forme de bases de données, de catalogues ou autre forme qui paraît barbante à faire. Et bien la version archéologique pour le jeu vidéo, c'est pareil. Dites-vous que le site Fake Strike Life, un des très gros wikis sur les jeux From Software, consacre énormément de pages à compiler des informations. Et sur tout et rien, les objets, les personnages, les lieux, les boss, où les trouver, à quoi ils ressemblent, et les interactions que le joueur peut avoir avec les 10 éléments. Le tout en abordant pas ou très peu de théories. Mais si c'est ce qui vous branche, vous êtes au bon endroit. Vous vous demandez alors pourquoi ce travail est aussi important. Le plus évident est de servir de solution pour aider les joueurs en général. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est leur utilité pour la recherche. Et leur usage est en fait très simple. Évitez de devoir repartir à zéro à chaque fois que l'on veut effectuer une recherche. Imaginez que vous voulez faire une théorie sur tous les sortilèges d'Elden Ring. Vous avez déjà une page où trouver toutes les informations. Et si vous voulez être même encore plus précis, un onglet vous permet de choisir quel type de sort vous intéresse. Ça permet de gagner un temps précieux et de pouvoir se consacrer à d'autres éléments de notre recherche. Maintenant que vous comprenez l'utilité de ces bases de données, vous vous dites peut-être que les sites dédiés à Elden Ring ou le jeu vidéo auquel vous souhaitez contribuer est déjà complet. Pas forcément. Déjà car de nouvelles informations peuvent être découvertes, mais aussi que d'autres idées de bases de données peuvent être créées. Par exemple, sur Bloodborne, un joueur a recensé tous les tableaux dans le château de Cairnhurst. D'autres ont compilé toutes les statues, d'autres ont même compilé toutes les références à Berserk, voire à des formes d'art divers et variés. Donc n'hésitez pas à chercher, il y a peut-être un élément qui a échappé à d'autres joueurs. Le dernier élément que je dois aborder ici avec vous, c'est la mise en forme des données. Car une base de données en désordre, c'est forcément du temps de perdu pour celui qui passe après vous. Donc voici quelques conseils sur la manière de procéder. S'il s'agit d'un élément déjà existant, comme un objet ou des personnages, pensez à respecter la mise en forme déjà existante. Par exemple, pour les items, on trouve généralement une image, le nom de l'item, la description, comment l'obtenir, etc., etc. L'idée étant de respecter une forme de cohérence avec les autres pages du site. S'il n'y a pas de précédent, il faudra trouver votre propre mise en page. Mais l'idée générale est que ça reste lisible et cohérent avec les autres pages du site. Si vous êtes en manque d'idées, au pire, n'hésitez pas à regarder d'autres wikis, ça pourra vous donner des idées de mise en forme. Créer et présenter une bonne théorie. Si fouiller ou créer des bases de données n'est pas votre domaine, ou tout simplement que vous avez déjà effectué ces étapes, maintenant il faut passer à l'analyse et présenter votre sujet au public. Si vous êtes totalement libre sur la mise en forme, l'élément important c'est que le public comprenne votre démarche scientifique et sur quoi vous vous basez pour développer un sujet. En premier lieu, le mot scientifique, je sais qu'il peut faire peur, mais rassurez-vous, voici un exemple pour montrer que c'est loin d'être compliqué. Par exemple, montrer l'admiration de Radahn pour Godfrey. Eh bien, son armure représente de nombreuses têtes de lions. Or, l'image de Godfrey est rattachée au lion, donc au travers de son armure, Radahn représente son admiration pour le premier seigneur d'Elden. On a donc un sujet, des faits et une conclusion. Alors certes, ici c'est la version simplifiée, voire même lourde à lire et à entendre. Alors voici quelques conseils pour rendre le tout plus digeste. Par exemple en évitant les répétitions qui alourdissent le texte, en plaçant par exemple le mot image par iconographie ou représentation. En cas de difficulté, n'hésitez pas à utiliser un dictionnaire des synonymes, ça sauve des vies. Dans la même idée, pour les personnages, vous pouvez user des titres plutôt que de leur nom, comme Premier Seigneur d'Elden ou Prince Consort pour Godfrey. Maintenant, abordons quelque chose de plus complexe. Vous le savez, From Software aime créer des récits cryptiques, et un peu comme sur un site archéologique, on n'a pas forcément toutes les réponses. Cela amène à devoir interpréter et faire des hypothèses. Une comparaison avec justement un site archéologique peut être utile ici. Je vous présente le site de la rivière Tolosens. On a découvert ce qui semble être
un ancien champ de bataille qui date du XIIIe siècle avant notre ère. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, car ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est pourquoi on suppose que le lieu a été un champ de bataille. D'abord, on a retrouvé une centaine de restes humains dispersés sur 3 km de rivière. En second, avec les os, les archéologues ont retrouvé des armes. Et en troisième, les ossements portaient les traces de blessures correspondantes aux dites armes retrouvées. Tout ça nous permet de comprendre qu'il s'agissait d'un champ de bataille. On pourrait bien évidemment encore détailler, mais en gros vous avez l'idée. Pour créer votre théorie, il faut avancer des preuves et les relier pour rendre celles-ci crédibles. Et ça ne s'arrête pas là, car une hypothèse généralement soulève d'autres questions. Dans notre cas, qui étaient les deux camps opposés et pourquoi ils se sont battus? De même, vos théories sur un jeu peuvent soulever des questions posées par d'autres ou vous-même. Il faudra peut-être y répondre si c'est possible. Si vous le faites, cela donnera une valeur ajoutée à votre travail, car ça montre votre implication dans votre recherche. Pour finir, je voulais aborder la question suivante. Que faire s'il y a d'autres théories qui s'opposent à la vôtre? Dans les jeux vidéo, aux récits volontairement ambigus, il y a forcément des moments où des avis s'opposent sur un sujet. Rien que le fait d'évaluer si une fin est canon ou meilleure qu'une autre fait débat dans Elden Ring. Mais surtout, son grand frère, Dark Souls 3, montre qu'il peut ne pas y avoir de réponse tranchée, tout du moins en ce qui concerne le lore du jeu. Après tout, un jeu, c'est un récit fini, et donc il arrive forcément un moment où on a fait le tour de tous les sujets. Mais rassurez-vous, ce n'est pas encore le cas pour le lore d'Elden Ring, donc amusez-vous à trouver des idées de théorie. Vous avez pu le voir dans cette vidéo, l'archéologie et plus largement la recherche, même en tant qu'amateur, il y a plein de manières de l'aborder, tellement qu'il faudrait une vidéo de plus d'1 heure pour tout décrire. Les jeux From Software en donnent un bon aperçu, et donc plein de manières pour vous de faire de la recherche sur Elden Ring. Mais si vous n'êtes pas fan des jeux du studio, il faut savoir que tout ce que je viens de vous expliquer peut s'appliquer à d'autres licences, comme le dernier Horizon, avec ses ruines, Dead Space et son vaisseau fantôme, ou encore les plus petites licences, comme Frostpunk et les déserts gelés. Il n'y a littéralement aucune limite aux jeux pouvant être étudiés. Enfin, il faut comprendre que tout ce travail effectué par les joueurs, il peut être utile pour la recherche universitaire. Plusieurs fois dans la vidéo, j'ai utilisé le terme amateur, mais pas dans le sens péjoratif. Les amateurs d'un domaine, quel qu'il soit, sont très souvent des passionnés qui font ça pour aider d'autres passionnés. Donc le travail effectué, il doit être de qualité. Et rien que les bases de données créées par les joueurs pour regrouper des informations, ça peut être une mine d'or. Bien sûr, un bon chercheur vérifiera toujours si une source est sûre. Et forcément, un site internet comme un wiki, ça peut inquiéter. Et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir vu la masse d'informations pas toujours vérifiées qui traînent sur internet. Donc pensez-y quand vous vous lancerez dans la recherche amateur, car plus les joueurs feront un travail de qualité, plus les chercheurs pourront y accorder du crédit. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de fouiller dans vos jeux préférés. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez, et à la prochaine sur Xeno Culture Geek.